Des hauteurs de la Moute, on a une vue prodigieuse sur la vallée de la Vézère. La rivière coule au bord d'une des stations préhistoriques les plus importantes de Dordogne, les Hésies. Un musée a été construit sur les flancs même de la montagne rocheuse et caverneuse. Est-ce qu'on peut déterminer, est-ce qu'on peut dire pourquoi l'homme préhistorique peignait, pourquoi il sculptait? Oh bien, c'est assez facile. Il est certain que c'est d'essence religieuse. Et pas esthétique. Pas esthétique au départ. Il est certain que les premiers hommes préhistoriques qui ont gravé ou qui ont peint, comme dans toutes les tribus primitives, étaient fortement motivés. Ils n'étaient pas motivés par l'art pour l'art. Ils étaient motivés pour d'autres raisons. Alors Breuil, l'abbé Breuil, qui a été le grand spécialiste de l'art quaternaire, pensait qu'il s'agissait de magie et qu'avant de partir à la chasse, eh bien, on dessinait un bison, chasse dangereuse le bison, ou un mammouth, et puis on le criblait de pointes de traits, et on a trouvé dans certaines grottes, effectivement, des figures qui sont criblées de traits. On voit les trous dans lesquels se sont enfoncés des saguets, par exemple, et que par conséquent, c'était une espèce de magie, et ça permet de superstition, si vous voulez, qui permettait à l'homme d'être sûr de tuer sans trop de casse le mammouth et le bison. Depuis, on a beaucoup évolué et on s'est aperçu, notamment les travaux de Claude Lévi-Strauss et bien d'autres, que c'est beaucoup plus compliqué que ça, et c'est toute une cosmogonie, c'est toute une religion qui est symbolisée par ces peintures, ces sculptures, ces gravures. Et petit à petit, il est certain que l'homme a pris plaisir à le faire. Est-ce que l'animal était lui-même une divinité, la représentation d'une divinité? On peut le penser pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a des grottes à bisons et où il y a peu de rennes, il y a des grottes à rennes où il y a beaucoup de rennes et peu de bisons. Parce qu'il y a surtout des animaux plus que des hommes. Voilà. Mais surtout, dans chaque grotte, pratiquement, il y a un animal dominant. On a représenté tel animal plutôt que tel autre. Les autres ne sont pas majoritaires du tout. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose est une observation de Leroi-Gourhan, qui est d'une importance capitale et qui se passe en deux volets. Le premier volet, c'est qu'il a considéré que les grottes, c'était comme les cathédrales. Il y avait un certain ordre. Le Christ en majesté n'est pas n'importe où, les apôtres ne sont pas distribués autour de lui n'importe où. Il en est de même pour les grottes. Alors on a constaté, notamment qu'à l'entrée, il y a des points, des taches, des points rouges ou des points noirs, manganèse ou à l'ocre, et puis des petits traits. Et on a bien l'impression que c'est attention, vous rentrez dans un sanctuaire, vous quittez le profane pour entrer dans le sacré, et probablement ça n'était toléré qu'en présence du sorcier et à certaines saisons. D'autre part, le roi Gourhan s'est aperçu que chaque fois qu'il y avait des bisons, pas chaque fois, mais statistiquement, avec une grande probabilité, quand il y a un bison, il y a une vulve, il y a un symbole sexuel féminin. Quand il y a au contraire un cheval, c'est souvent associé à un phallus. Et le roi Gourhan a pensé que le bison était le symbole de la féminité, mais la féminité attendue au sens le plus large, l'humide, la lune, la nuit peut-être, la mer, la terre, et qu'au contraire, le bison était, le cheval était le symbole masculin, c'est-à-dire le soleil, la roche, peut-être le silex, etc. Donc il y a une symbolique à travers le jeu bison-cheval. Quant à l'homme lui-même, ben, l'homme s'est représenté souvent, c'est même statistiquement lui qui s'est le plus représenté, mais c'est très étonnant parce que autant les bisons, les mammouths, les rennes, les bouquetins, les poissons, il y a un saumon très magnifique qui a été sculpté près d'ici, sont justes de proportion, juste au point qu'il faudra attendre l'art grec pour trouver quelque chose d'aussi parfait. L'homme n'est jamais représenté de manière parfaite. Et les têtes, notamment, on a l'impression, pour employer un terme un peu vulgaire, d'une binette fait par un enfant peu doué. Alors il est possible qu'il y ait eu un tabou qui ait pesé sur la représentation de l'homme par lui-même, ce qui expliquerait que les meilleures représentations sont des représentations de sorciers
ils sont toujours masqués, les sorciers. Ils sont dans une position d'orant, ils adorent le soleil peut-être, ou on ne sait pas quoi, et ils sont en général lithyphaliques, mais c'est vrai pour les sculptures ou les gravures des pharaons. Et pourquoi sont-ils lithyphaliques? C'est pas par pornographie, c'est tout simplement parce que le pharaon, et peut-être le sorcier c'était la même chose, il est non seulement le père de ses enfants, mais il est le père de la tribu, il est le père de la culture, et il est le père de l'ordre cosmique. Par conséquent, c'est le géniteur avec un grand G, c'est une importance capitale. Et en général, les sorciers sont masqués souvent de têtes d'ours pour se condenser, et on interprète peut-être un peu de travers, je ne garantirai pas. Alors, une part très importante, ce sont les mains. Oui, en effet, dans toutes les grottes pariétales, ou presque toutes, il y a des mains positives. Les mains positives, c'est très simple, on trempe sa main dans un seau de peinture, on l'applique sur une paroi et vous avez une main positive. Où il y a des mains négatives, on met sa main et on souffle avec un tube qui est en l'occurrence en général un osselon d'oiseau qui est creux et dans lequel il y a de l'ocre. On en retrouve assez fréquemment dans les gisements. Et on travaille donc au pochoir. Alors ces mains positives ou ces mains négatives, beaucoup de gens pensent que c'est une espèce de signature, d'empreinte digitale. C'est pas suffisant, c'est beaucoup plus que ça. C'est la main mise, c'est la prise de possession. Est-ce que nos lointains ancêtres étaient avant tout des figuratifs, plus que des abstraits? Eh bien, je pense qu'au départ, c'est-à-dire à l'Aurignacien, vers moins de 35 000 ans, entre 35 et moins de 30 000, les représentations sexuelles étaient relativement réalistes. Ils ont fait aussi des espèces d'agrandissements de ces représentations, alors on arrive à quelque chose de plus symbolique que réaliste. C'était difficile à représenter d'ailleurs. Et puis si on remonte dans la chronologie, après l'Aurignacien, le niveau au-dessus, le Périgordien, ou le niveau à peu près contemporain, il y a tout de même un galet qui a été trouvé à Laugerie-Haute et qui est au musée, et qui est incisé de traits qui sont décoratifs et qui ne représentent rien. C'est de l'art parfaitement abstrait, c'est très joli, ça ne figure rien du tout. Et puis vers la fin, moins 9000, il y a une schématisation à tous les niveaux, et notamment dans la représentation féminine. Les femmes sont représentées très schématisées. Petit à petit, le sein disparaît, par exemple, et on s'est aperçu qu'il y a régression de la figurativité, si j'ose dire, et qu'on arrive à un idéogramme, et que finalement la femme, c'est un trait et un arc. Est-ce que vous êtes de ceux qui disent qu'il y a un trait d'union fondamental entre l'art préhistorique et l'art moderne? Je pense que l'art moderne s'est souvent inspiré de l'art, disons, archaïque, alors qui incluait l'art des sociétés primitives et l'art nègre, le fameux art nègre, et bien entendu de l'art préhistorique. Et il y a des choses, évidemment, des corrélations entre tous ces arts dits primitifs et qui sont d'une sensibilité extrême, et je crois que c'est l'homme moderne qui s'en est inspiré plus que l'inverse, bien sûr. Dans les champs du Périgord, ce couple de laboureurs est lui aussi multimillénaire. Les artistes des cavernes ont dû le prendre plus d'une fois pour modèle. Nous sommes à présent au petit village de Saint-Cyr, devant la grotte dite du Sorcier. Quel âge a cette dame, monsieur? C'est monsieur, pardon, c'est l'âge de cette gravure humaine-là, il a de 15 à 17 000 années. C'est un homme ou c'est une femme? C'est un homme, parce qu'on remarque bien son sexe. Alors, je voudrais que vous me le décriviez. Oui. Voici sa tête, le cou, les bras, le ventre, le sexe, les genoux, ses pieds. L'arrière des genoux, son arrière, les reins et le dos. Remarquez bien à la tête, on y voit les yeux, les oreilles, la bouche, le nez. La gravure humaine, c'est très rare de voir une gravure humaine avec une tête d'homme. Celle-ci, c'est une des plus belles d'Europe.